Et en même temps, si ça peut intéresser aussi une nouvelle génération et apprendre aux gens qu'il y a, voilà, il y a pas que des métiers dans les bureaux, qu'il y a aussi l'agriculture, que voilà, il y a, c'est noble, nourrir la population, arrêter les importations. L'Afrique a 60% des terres arables du monde. Donc, et on est toujours en train d'importer. Par exemple, on importe du lait en poudre. Voilà. Pourquoi la filière avicole s'est développée, c'est parce qu'en 2005, ils ont interdit les importations. Et c'est ça qui a permis quand même à la filière avicole de se développer. Donc, ça a été un point positif. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et je pense que beaucoup plus de jeunes devraient s'intéresser à ce genre de métier. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis your boy Habib Sall et Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Modi Mariko. Ça va, frère? Notre invité aujourd'hui. Je suis enchanté, mon gars. Enchanté, moi aussi. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. On est ensemble. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, qui est Modi Mariko? D'accord. Ton parcours? Donc, moi, je m'appelle Modi Mariko. J'ai 27 ans. Je suis sénégalais, à moitié burundais aussi. Ah, ça, je sais pas si tu savais ça. Voilà. Tu m'as pas dit ça. Voilà, c'est ça. À moitié burundais. Et puis, voilà, je vivais au Canada avant, j'ai beaucoup voyagé. Et, là, je suis rentré au Sénégal pour entreprendre et commencer un projet avicole. Et donc, le projet, c'est Senelvo Poultry Farm. Et Senelvo, ça veut dire Sénégalaise d'élevage de volailles. Voilà, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis rentré et bon, Dieu merci, le projet est toujours en vie, donc voilà, c'est ça. Maintenant, quelles sont les différentes parties prenantes, les composantes du projet? Est-ce que vous faites uniquement de la volaille, de l'élevage? Est-ce qu'il y a une partie formation? Est-ce que vous pouvez entrer dans la globalité du projet? D'accord, donc au tout début, quand j'ai commencé Senelvo, c'était pour spécialement se concentrer sur l'élevage de poulets de chair, mais j'avais un objectif d'aller sur les poules pondeuses, donc produire les œufs. Donc j'ai monté la ferme. Donc j'ai travaillé un peu dans le, sans que les gens, j'étais pas encore sur les réseaux, sans que les gens sachent ce que je faisais pendant 1 an, et ça s'est, je vais dire, assez bien passé. Voilà, on a eu assez de difficultés, mais on a pu avancer. Donc, on était concentré sur les poulets de chair. Et après, j'ai décidé de commencer à partager un peu ce que je faisais. Et puis, j'ai vu qu'il y avait, à ma surprise, beaucoup d'intérêt. Et les gens me demandaient, est-ce que vous faites des formations? Est-ce que c'est possible de visiter? Est-ce que vous pouvez nous accompagner, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un programme de formation qui va permettre aux gens de s'immerger dans le monde de l'aviculture, quoi. Voilà, à peu près. Ouais. Maintenant, c'était comment le processus, le fait de quitter le Canada et aller directement vers la bourse de Pout pour installer ta ferme d'élevage? Donc, c'est sûr que c'était pas une décision conventionnelle, mais pour moi, c'était un rêve, quoi. C'est une aventure. Donc, je me suis dit que déjà, pourquoi je veux rentrer au Sénégal? Parce que je pense que je pourrais avoir un peu plus de valeur ajoutée dans mon pays. Voilà, au lieu que d'être, avoir son petit boulot à l'étranger, payer les taxes à l'étranger, je trouvais que ça me challengeait pas assez. Et donc, je me suis dit que, pourquoi pas venir? Et avec ce qui est bien, en Afrique, c'est que avec un capital assez réduit quand même, tu peux faire de grandes choses. Voilà, tu peux faire des choses. Et voilà, peut-être ce que tu dépensais quand tu étais en France ou au Canada, peut-être 100 € pour aller faire un resto avec les amis et les choses comme ça. Ici, ça peut nourrir une famille. Donc, je me suis dit que je trouve que ça, quand même, c'est un impact qui est beaucoup plus truc. Et puis, encourager aussi, montrer que la jeunesse aussi est capable de faire des choses. C'est ça. Si on leur donne l'opportunité, on est capable de faire des choses. Voilà. Explique-moi le processus. T'es venu, t'es revenu, t'es allé à Pout, t'as acheté le terrain. C'était comment le processus? Explique-moi les aléas, les imprévus que t'as rencontrés, comment ça a été difficile, les échecs, les galères, ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai décidé, j'ai commencé déjà la recherche de terrain. Et au moment, le premier terrain que j'ai visité, c'est celui que j'ai acheté.
Ah, wow. C'était pas compliqué. Ah, ouais, t'as pas beaucoup cherché. Voilà, alors. j'ai pas beaucoup cherché. Ouais. Pour moi, voilà, c'était pas un gros terrain, mais voilà, en aviculture, pour un début, c'était décent. Et, j'ai directement entamé la construction. Donc, je suis arrivé ici en avril 2019 et j'ai commencé la construction en juin 2019. Ah, super, c'était Voilà. rapide, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé, ça m'a pris à peu près 6 mois pour lancer le projet. Et les challenges, à tout bout de champ, déjà, juste réussir à réunir tous les ouvriers au niveau du chantier, mon ami. Donc, comment tu faisais? moi, je restais là-bas tout le temps. Okay. Donc, je me levais le matin et j'allais chercher tous les ouvriers moi-même. Comme Après, voilà, parce que sinon, tu les laisses, ils vont te dire Ndeki, et puis ça, ils vont arriver à 11h. À 15h, il va faire chaud, ils vont dire on descend. Donc, j'ai dit que non. Je viens tous vous chercher, on arrive au chantier, je vous achète le petit déjeuner et on commence le travail et on faisait des longues journées comme ça. Et j'avais un objectif à atteindre parce que j'avais réussi à avoir un contrat avec quelqu'un pour le mois de février 2020. Et à la dernière minute aussi, j'avais pas d'eau. Donc mon puits, il était complètement donc on était en train de creuser et t'as fait un forage, quoi? C'était un puits d'abord. Ok, un puits d'abord, ok. C'était un puits d'abord et puis 2 jours avant qu'on lance la première bande, l'eau est sortie. Juste 2 jours avant. Je me disais que je sais pas comment j'allais faire, mais bon, voilà, c'est venu. Et donc on a lancé le projet, ça s'est bien passé. Tu te rappelles 2020. Ouais. Donc on a fait on a fait la première bande et puis Covid. Et comme les gens savaient pas ce que c'était, ils ont bloqué les routes entre les régions. Donc déjà juste pouvoir arriver à la ferme, c'était un challenge. Donc il y a des fois voilà, je prenais ma mère, je disais elle est malade, ou bien je venais je contournais dans la brousse. Après, les gendarmes, ils ont compris, ils m'attrapaient, ils m'envoyaient à la gendarmerie. Ouais. Après, Wow. Voilà, mais il fallait arriver parce que voilà, tu as ton boulot. Et donc, voilà, on a passé cette période. Et puis, ça a bien tourné pendant un moment. Et puis après, voilà, le projet s'est lancé et ça... Super, voilà. super. Ça n'a pas été facile, en tout cas. Ouais. Ça n'a pas été facile. Maintenant, moi, je suis un fanatique. Je comprends rien sur l'élevage, sur les volailles. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le processus à partir des pondeuses, l'œuf, jusqu'à la phase de maturation et puis jusqu'à la distribution sur le marché local? D'accord. Donc, je vais t'expliquer un peu les deux. Donc, en élevage de volailles, il y a commercial. En élevage de volailles commercial, vous avez les poulets de chair et vous avez les poules pondeuses. Donc, les poulets de chair, ils sont spécifiquement faits pour la viande. Et c'est un élevage qui est à court terme. Donc, généralement, c'est sur 45 jours. Donc, à partir de la réception des poussins jusqu'à la maturité et l'abattage, c'est 45 jours. Et puis, vous avez 2 semaines qu'on appelle, il y a d'abord le nettoyage et ensuite il y a le vide sanitaire. Donc, vide sanitaire, c'est juste désinfecter le bâtiment et le laisser fermer avec des bâches pendant... Et vous devez désinfecter pendant dans quelle 15 jours. Pendant 15 jours. Voilà, pendant 15 jours. Et on laisse le bâtiment tout vide, et on pulvérise un désinfectant à l'intérieur. Et ça reste comme ça jusqu'à la prochaine bande. Et vous reprenez tout, quoi. Et on reprend. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une bande en élevage. Donc, ça dure à peu près 2 mois. 2 mois. Voilà. Maintenant, c'est pas quelque chose de systématique où tu vas forcément arriver à 45 jours. L'objectif en élevage, c'est tout simplement atteindre tes objectifs de poids au plus rapidement possible et économiquement viable. Quels sont les poids de référence, par exemple? Bon, vous avez, sur le marché, vous allez vendre beaucoup de 2 kilos. Ça dépend à qui vous vendez. Parce que sur le marché sénégalais, soit vous pouvez vendre secteur informel, les banabana, par exemple. Ou vous pouvez, si vous avez des quantités assez importantes de poulet, vous pouvez aussi vendre à des abattoirs. Donc, il y a plusieurs abattoirs sur la place. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'élevage au poids. Donc, on te paye par rapport au poids moyen que tu as pu avoir dans ta bande. L'élevage, pour les banabana, c'est plutôt tu vends le poulet à l'unité. Voilà, donc c'est juste qu'il faut vraiment bien gérer ton aliment parce que tout le business repose sur l'aliment. Et vous êtes présent sur les 2 chaînes, quoi. Déjà en poulet unitaire et poulet en gros, quoi. Voilà, donc on vendait à peu près à tout le monde. À tout le monde. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, le site est industrialisé. Vous avez des abreuvoirs, des mangeoires automatisés? Oui. Donc nous, notre bâtiment, c'est ce qu'on appelle un bâtiment semi-industriel. Donc ça veut dire que
l'eau, donc il y a des abreuvoirs qui sont automatiques, donc l'eau est automatique, et il y a des mangeoires, et ça, c'est l'alimentation est faite manuellement. Pourquoi aussi semi-industriel? Parce que c'est une ventilation naturelle. Donc, on a des ouvertures sur le côté et en même temps, il y a un lanterneau. C'est ce qu'on trouve souvent sur les usines pour que l'air chaud puisse s'échapper naturellement. Je vois. Voilà. Donc, c'est un bâtiment, c'est semi-industriel, voilà. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur le processus? On a les poussins appareils. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez commander vos poussins. Okay. Vous allez commander votre aliment, le stocker au niveau de votre ferme. Les poussins vont arriver et ce sont des poussins qu'on appelle des poussins d'un jour. Parce que généralement, ils ont été éclos le jour d'avant. Donc, le plus tôt vous les recevez à la ferme, le mieux. Ensuite, il y a la santé animale, donc il y a une vaccination qu'il faut faire pour les protéger contre les maladies parce que les poussins, voilà, ils sont très vulnérables, ils ont encore pas d'immunité. Donc, ensuite, on va les installer dans ce qu'on appelle une poussinière. Et la vaccination, vous les faites vous-même ou vous avez On les faisait nous-mêmes. Okay. Voilà, on les faisait nous-mêmes au niveau de la ferme. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter des poussins vaccinés. Okay. Voilà, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, quand tu fais la vaccination toi-même, tu as un peu plus de contrôle et de visibilité sur ce qui se fait. Super. Voilà, donc moi, je préférais faire ça. Ah ouais, super. Voilà. Ouais. Après, oui, la vaccination. Voilà, donc après, on va installer les poussins dans ce qu'on appelle une poussinière. Donc la poussinière, qu'est-ce que c'est? C'est un peu pour émuler le comportement de la mère poule qui couvre ses poussins. Parce que ça va être complètement fermé avec des bâches sur le côté. Et il y aura des chauffages, des radiants, ce qu'on appelle des radiants qui fonctionnent souvent au gaz. Bon, dans certains pays, ils utilisent du bois ou du charbon. Mais ça, c'est pas très, voilà, c'est avec la fumée et tout, c'est pas très bon. Donc, les gens utilisent des radiants qui vont chauffer la poussinière à peu près à 33 degrés, qui est la température idéale pour les poussins. Et ça va leur permettre de développer rapidement leur plumage et accélérer aussi leur prise de poids. Voilà. Parce que s'il fait trop froid, vous allez voir que tous les poussins, ils vont tous se coller pour essayer de se réchauffer. S'il fait trop chaud, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être cuisinés, là, ils vont s'écarter. Ils vont s'écarter. Voilà. Ouais. Maintenant, si c'est vraiment la bonne température, ils vont être parfaitement éparpillés voilà. Super. Donc, en élevage de poulets de chair, la première semaine, c'est la plus importante. Donc, si tu rates ta première semaine, tu sais déjà quel va être ton résultat. Donc, c'est ça, il faut être là. Vraiment la première semaine, il faut être là à côté des poussins. Être sûr qu'ils ont de l'eau, que la nourriture mange jamais. Faut les babysiter, quoi. C'est des bébés. Voilà, c'est des bébés. Quoi, ouais. C'est des bébés, c'est ça. Voilà. Et donc après, c'est juste garder le rythme, alimenter. Et chaque jour, tu augmentes un peu la quantité d'aliments jusqu'à ce que tu atteignes les objectifs de poids. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la biosécurité. Donc c'est l'hygiène au niveau de la ferme. Donc c'est pas juste dans le bâtiment, mais c'est à l'extérieur aussi. Il faut savoir que aussi on fait un métier, on nourrit la population. Donc on a une responsabilité envers aussi la population. Donc voilà, de bien élever nos animaux. Et surtout de respecter les bonnes pratiques d'hygiène, voilà, de sécurité alimentaire. C'est ça, qu'ils soient en santé. Voilà. Ça vous est arrivé d'avoir une infection au niveau des poussins? Au niveau des poussins, oui. Ça, c'était quand j'ai basculé au niveau pondeuse. Oui. Donc, on a eu une maladie qui s'appelle la maladie de Marek. Ah ouais. Et ça, c'est une maladie qui peut malheureusement que être contractée au niveau du couvoir. Donc, les gens qui vous vendent les poussins, pardon. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance, on est tombé sur ce couvoir qui était contaminé. Et c'est une maladie qui va présenter que ses symptômes après 2 mois d'élevage. Donc, vous vous dites que vous achetez les poussins et vous alimentez pendant tout ce temps sans savoir que c'est déjà foutu. C'est déjà foutu, ouais, c'est déjà infecté. Voilà. Et voilà, donc on a perdu presque la moitié de notre bande. Donc ça, c'était un très gros échec. Ça a été... vous avez des moyens de détecter ces maladies ou bien vous faites appel à des cabinets ou à des laboratoires spécialisés? Exactement. Donc on a pris des échantillons et on est parti à l'école vétérinaire Cheikh Anta Diop, ici à Dakar, qui ont fait des analyses. Donc, et qui ont bien confirmé que c'était la maladie. Maintenant, pour peut-être d'autres éleveurs qui nous regardent, il y a une loi sur la police sanitaire au Sénégal qui dit que si vous contractez cette maladie, c'est le couvoir qui est responsable pour ça. Après, derrière, est-ce que vraiment ils appliquent, est-ce que ils vont... Normalement, vous devez être indemnisé, quoi. Voilà, normalement. Mais il faut vraiment avoir un dossier béton. Donc, c'est-à-dire vraiment, nous, on avait pris un huissier qui est venu, qui a constaté, qui a pris des photos. Et voilà, bon, on n'a pas été dédommagé de la totalité, mais une partie. Voilà. Donc, le temps de maturation, ça prend combien de jours? Pour les pondeuses? Oui. Donc, les pondeuses,
À partir du premier jour, ça prend à peu près 5 mois pour qu'elles atteignent la maturité sexuelle. Et elles vont commencer à pondre à partir de la 18e semaine à peu près. Donc ça prend, voilà, 5 mois. Vous avez 5 mois d'élevage, là où vous êtes constamment en train d'investir, d'élever les poulets jusqu'à ce qu'ils arrivent à pouvoir vous faire une bonne production. Et ensuite, la production, ça dure à peu près 18 mois, de 18 à 24 mois. Okay. Voilà. Et donc ça monte en pic et puis ça, au fil du temps, ça descend. Voilà. Et après, vous mettez sur le marché. Et voilà, on met sur le marché les œufs. Quelle est votre stratégie de distribution, la chaîne de distribution? Nous, on essaye on commercialise ici à Dakar, on vend en gros, et puis on va essayer aussi d'aller dans les régions, voilà, d'aller un peu plus loin, parce que il y a des zones comme voilà le Fouta, Tambacounda, tout ça, qui eux ont beaucoup de mal à se fournir en œufs, tout simplement parce que faire de l'élevage là-bas c'est très compliqué à cause de la chaleur. Il faut savoir que l'élevage de poulet, ça va pas avec la chaleur. Ah, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. donc là-bas, bon, il fait très chaud, donc les prix sont un peu plus voilà, élevés, c'est ça. C'est ça. Vous faites des activations, par exemple, avec le Magal de Touba, vous avez des activations. Bien sûr. Ah, ouais. Ah, bien sûr. On peut pas rater. Ouais. Voilà, donc je veux dire que par exemple, par rapport à la distribution, bien sûr, faut toujours, au Sénégal, on a beaucoup de fêtes. Il faut toujours essayer de suivre ce calendrier et de voir, et généralement, la demande va augmenter. Là, par exemple, il y a le Magal, donc les prix sont en train d'augmenter. Et juste après, bon, il y aura la rentrée scolaire. Donc, toutes les dames qui se mettent devant les écoles en train de vendre des œufs dans les sandwichs et tout, elles achètent leurs œufs quelque part. Voilà. C'est ça. Ah, c'est top, c'est top. Quelles sont les leçons que vous avez appris à travers cette expérience de l'installation de la ferme, la commercialisation, le rapport que tu as avec tes employés? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Quelles leçons j'ai apprises? Bon, je pense qu'il y en a énormément. Ouais. Mais si je dois penser peut-être à la plus importante, c'est de ne jamais abandonner. Ah, surtout. Je pense que c'est ça. Quand vous avez un projet, quand vous y croyez, il faut pas lâcher. Et c'est sûr que vous allez rencontrer des difficultés. Il y a des moments là où vous allez vous dire que je sais même pas comment je vais payer les employés à la fin du mois. En fait, vous voyez pas la solution en face de vous, mais il faut jamais perdre la foi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que voilà, la vie c'est un cycle. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Donc et c'est pas parce que vous passez par un moment difficile que vous dites que c'est la fin. Voilà. Et je pense que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui n'ont jamais abandonné, quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, je salue l'initiative, parce que tout à l'heure, quand on parlait en off, tu me disais, quand tu venais de t'installer, tu avais acheté des poussins infectés et que c'était un peu dur dès le début et que tu as dû, en fait, continuer, tu as dû te montrer persévérant, déterminé. Et d'une part, c'est un peu lié avec l'histoire que tu me disais par rapport à ton père. Ouais. Est-ce que tu peux en parler davantage, les principes et les valeurs que ton père t'a inculqués, et comment, en fait, son héritage continue de te motiver pour faire tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine? D'accord. Donc, il faut dire que déjà, bon, ma famille, mon père, c'est une grande motivation dans ce que je fais. Bon, en 2013, mon père est décédé. Et je pense que ça a été un grand élément déclencheur pour moi. Là où je me suis dit que en fait rien n'est promis dans la vie, parce qu'avant, bon, voilà, quand vous entendez il y a des personnes qui sont décédées mais c'est pas dans votre famille proche, bon, vous réalisez pas ce que c'est, mais quand c'est directement dans votre famille, là je me suis dit que voilà, rien n'est promis. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que j'ai envie de faire, vu qu'on n'a qu'une seule vie, et que je le fasse bien, et que voilà, que les efforts que peut-être nos parents ont fait et la famille ont fait, que ça se réalise autrement, quoi. Voilà. Et voilà, donc quand il est décédé, je suis passé par une période assez difficile, vraiment une période assez sombre, pendant 1 ou 2 années. Et puis après, bon, le temps fait les choses aussi. Moi, j'étais très intéressé par le volontariat. Donc, je me suis dit, au lieu de trop me concentrer sur moi-même, et pourquoi ne pas, aller aider d'autres personnes. Et après, quand tu sors, tu te rends compte que, t'es pas le seul. Il y a énormément de personnes qui passent par quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est une question d'avoir une mauvaise perspective de la situation. Et après, quand tu vois que voilà, il y a d'autres personnes, peut-être même qui passent par des choses plus compliquées que toi, ça t'aide à relativiser. Voilà. Et puis, je me suis plutôt dit que,
voilà, si mes parents ont fait tous ces efforts pour nous amener là où on est, bah c'est plutôt il faut célébrer leur vie. C'est ça, vaut mieux célébrer leur vie en donnant le maximum de soi-même, comme ils l'ont donné pour toi, quoi. C'est ça. Tout est une question de perspective, hein, surtout ça. Hein. Et après, ce que j'aime dans ce que tu fais, c'est que tu es motivé plus par l'impact, par la contribution à la société plutôt que l'argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des business, mais qui se cachent, qui ne se montrent pas, ou qui essayent de mystifier certaines choses, comme si que c'est compliqué. Alors qu'en réalité, c'est des étapes. Partager l'information, c'est ça. Ils veulent pas partager l'information. Moi, je peux pas m'empêcher parce que c'est une passion. Et tout simplement, j'ai juste partagé mon quotidien. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui s'y intéressent. Et c'est plutôt ça, moi, qui me motive, parce que je me dis que, ok, bah, ces gens me demandent des conseils, etc. Bah, ils comptent sur moi. Bon, faut que, justement, je fasse le travail correctement et que moi aussi, je sois, bah, le mieux formé possible pour être sûr que ils puissent avoir des résultats de leur côté. Et en même temps, si ça peut intéresser aussi une nouvelle génération et apprendre aux gens qu'il y a, voilà, il y a pas que des métiers dans les bureaux, qu'il y a aussi l'agriculture, que voilà, il y a, c'est noble, nourrir la population, arrêter les importations. L'Afrique a 60% des terres arables du monde. Donc, et on est toujours en train d'importer. Par exemple, on importe du lait en poudre. Voilà. Pourquoi la filière avicole s'est développée? C'est parce qu'en 2005, ils ont interdit les importations. Et c'est ça qui a permis quand même à la filière avicole de se développer. Donc, ça a été un point positif. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et je pense que beaucoup plus de jeunes devraient s'intéresser à ce genre de métier. Je pense que c'est le bon mindset aussi. Même si je crois au secret professionnel, mais quand vous faites des vidéos, c'est pas comme si vous parlez du cœur de métier. C'est pas comme si vous donnez les informations stratégiques. Juste vous montrez les différentes étapes. En fait, vous inspirez, vous motivez, vous montrez que c'est possible. Mais j'aime pas quand les gens essayent de mystifier les choses. Tu vois, parfois tu vois certaines personnes qui font des trucs basiques, mais qui te le présentent comme si c'est compliqué, comme si c'est une science infuse, c'est une science tout ça. infuse, c'est des équations mathématiques. Alors c'est jamais le cas, c'est jamais le cas, quoi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tu caches une idée, mais je peux te dire que ce qui compte, c'est l'exécution. Combien de personnes ont des idées? Moi, combien de personnes que j'ai accompagnées, mais qui font absolument rien. Parfois, les gens te demandent des conseils, tu leur donnes, qu'ils n'appliquent pas, en fait. Une idée sans action, ça vaut rien du tout. Je pense que c'est mon rôle de donner le conseil. Peu importe que la personne va le faire ou pas, c'est mon rôle. En tant que leader, en tant que manager, en tant que quelqu'un qui veut que du bien pour le monde entier, tu dois partager l'information. Exactement. Tu dois aider, tu dois accompagner. Et c'est ça ce que j'admire dans ce que tu fais. Et je pense que voilà, dans la vie, avant de recevoir, tu dois donner. Tu dois donner. Il faut donner. Tu dois donner. C'est ça. Ah, mais en tout cas, c'est top. Félicitations. Maintenant, est-ce que tu as eu un échec particulier qui t'a marqué et comment cet échec t'a aidé dans la vie de manière générale? Pour échec particulier, c'est cette histoire-là dont je t'avais dit, qui était assez récente. C'était au mois de novembre. Ouais, c'était récent. Donc, de novembre, on est arrivé jusqu'au mois de février. Et même, j'avais des plans, je voulais commencer à construire un autre bâtiment et tout. Et bon, j'ai des gens qui m'ont bien conseillé autour, qui m'ont dit que non, attends de voir le premier œuf. Attends de voir le premier œuf avant. Et puis, effectivement, la maladie est venue. Donc, ça nous a quand même, ça nous a ramené quand même un peu en arrière. Mais on s'est battu et on a relancé. Et Dieu merci, jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça se passe bien. Voilà. Quelle est la vision dans 5 ans, par exemple, avec Saint-Elf? C'est qu'on puisse accompagner toute personne qui veuille se lancer dans le secteur avicole, que ce soit au niveau de s'ils ont des matériels à acheter pour leur ferme, que ce soit au niveau de les accompagner à monter leur projet correctement, à les former et en même temps amener notre ferme à un niveau industriel aussi. Là où on pourra justement satisfaire la demande. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande. Oui, voilà. Nous, vraiment, par la grâce de Dieu, voilà, on a assez de gens qui nous contactent. Et maintenant, c'est comment produire plus. Voilà, c'est ça. Qui sont vos concurrents actuellement, à part Sédiment? Non, on n'est pas, ça, c'est un autre niveau quand même, toi aussi. Ça, on n'est pas des concurrents directs. Le but, c'est d'être au même niveau que Sédiment, au même bien sûr, ou plus, voilà, mais voilà, c'est un peu ça. On aspire vers ça, mais de le faire, un peu différemment, avec notre touche, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as un message particulier à donner aux jeunes de la diaspora qui aimeraient revenir investir au Sénégal?
Moi, je dis que, bon, vous avez pas besoin d'être drastique comme moi et juste venir comme ça d'un coup, mais il faut d'abord venir et il faut faire le tour. Parce que moi, quand je suis venu, avant d'investir dans le domaine, j'ai fait le tour de presque toutes les fermes. Donc j'ai fait le tour partout. J'ai rencontré les propriétaires des fermes, je leur ai posé des questions. Et c'est ça, c'est essayer de vous faire un réseau, demander les retours d'expérience et n'ayez pas peur, il faut oser. Voilà, il faut oser. Et s'il y a des gens qui le font déjà, je vois pas pourquoi vous pourrez pas le faire. Mais je pense qu'il faut prendre une décision et s'y tenir, quoi. C'est ça. Donc les jeunes, je leur dirais que il faut pas avoir peur de rêver. Mais en même temps aussi, il faut pas juste rêver. Il faut être réaliste aussi. Il faut passer à l'action. Ouais. Voilà, il faut passer à l'action. Et il n'y a pas de grand business ou de petit business pour moi. Il y a ceux qui travaillent bien. Donc, l'important, c'est à n'importe quelle échelle, c'est de bien faire. Parce que votre travail, c'est votre signature. Donc, voilà, il faut pas vous dire que les gens vous suivent. Les gens vous regardent, les gens, ils ont envie de vous encourager. Donc, lancez-vous et voilà, n'y réfléchissez pas deux fois, quoi. Laissez votre travail parler pour vous-même. C'est ça, quoi. Exactement. Laissez votre travail parler pour vous-même. C'est ça. Je pense qu'on parle beaucoup dans ce pays. Ouais. Mais c'est ça le souci. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on doit commencer à faire plutôt que parler. C'est ça. Est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essaies de combattre actuellement? Sur le plan personnel. Donc, sur le plan personnel, je dirais que une peur, je vais plutôt dire que c'est de ne pas donner le meilleur de moi-même. Je pense que c'est ça. Il y a des moments là où je sais que je veux pas avoir de regrets plus tard. Donc, je veux être sûr que je donne le maximum de moi-même. Et parfois, ça, tu peux stresser beaucoup à propos de ce genre de choses. Mais, j'ai aussi appris que on contrôle pas tout et que parfois, voilà, il faut juste faire sa part et que le reste viendra. Voilà. T'es plutôt futuriste ou t'es plutôt quelqu'un qui vit dans le moment présent? Futuriste, déjà. Tu penses plus à l'avenir plutôt qu'au présent ou c'est le contraire? Je pense à l'avenir. Moi, quand je vois l'Afrique, j'ai l'impression que t'es visionnaire. Oui. Moi, tu penses beaucoup à l'avenir. Oui. Moi, quand je vois le mot Afrique, à côté, je mets opportunité. Donc, je me dis, il y a tellement d'opportunités à saisir. Déjà, je vais me concentrer sur quoi? Et moi, j'ai choisi le secteur agricole. Et voilà, c'est à nous, la jeunesse, de faire quelque chose justement pour pouvoir réaliser ce futur dont on rêve tous. Mais voilà, en ce moment, je vois qu'il y a un mouvement. Voilà, il y a beaucoup de gens de la diaspora. Voilà, ils veulent rentrer et tout. Mais il faut vraiment, rentrer dans le concret. Il faut rentrer dans le concret. Il faut pas juste parler comme tu disais, et il faut poser des actions. Quels sont les mythes et les incompréhensions autour du secteur que tu as choisi, l'agriculture? Les incompréhensions, on va parler de où? Ici au Sénégal, par exemple? D'une manière générale. D'une manière générale. Ouais. Bon, au début, les gens, ils vont se dire, les gens ont tendance à minimiser les métiers agricoles parce qu'ils pensent que quand tu leur dis je vais faire de l'agriculture, ils pensent à leurs grands-parents qui étaient des paysans, qui avaient leur petite âne, qui cultivaient leurs petites parcelles et tout. Mais non, mais l'agriculture, c'est une science. C'est un vrai métier. Il faut bien étudier. Si tu veux le faire correctement et arriver à un niveau, il faut vraiment se former. Et voilà, c'est une science, quoi. C'est une science. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de désapprendre, quelque chose que tu croyais, que tu appliquais et que avec le temps tu t'es rendu compte que c'est un défaut et que c'est une chose que tu dois désapprendre, en fait? Oui. Donc ça, dans le management, par exemple, des équipes, j'étais très, comment on dit ça? On dit, micromanagement. Oui. J'étais très derrière, les le contrôle, gens, vouloir contrôler et tout. Tu vérifies et tout. Voilà. Et j'ai appris que peut-être ça peut plus affecter la performance des gens. Donc j'ai appris à leur faire plus confiance et à lâcher un peu plus. Et voilà. Et je pense que ça se passe beaucoup mieux maintenant. T'as déjà viré quelqu'un? Oui, il n'y a pas le choix. Voilà. Et c'était une expérience assez difficile parce que déjà ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire.
même si tu sais qu'il y a un problème et quand c'est ta première fois, bon, il y a le côté émotionnel, mais en même temps, tu penses aussi à la survie de ton entreprise et tu te dis que si je prends pas cette décision, ça va affecter ce que je suis en train de faire. Et voilà, tu t'es investi beaucoup, tu as fait beaucoup d'efforts pour arriver là où tu en es et tu peux pas laisser les choses glisser. Donc voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est des décisions assez compliquées qu'il faut prendre de temps en temps. On n'est pas tous les jours en train de sourire. Parce qu'on sourit pas tous les jours. C'est ça, la plupart du temps. Voilà. Donc, voilà. C'est ça, c'est assez compliqué, mais tu peux pas... Comme moi, je l'ai jamais fait et j'espère que je ne le ferai jamais parce que bah, tu es un businessman, toi aussi, Je sais, mais bon, le seul métier que j'ai le plus, c'est les RH. C'est parce que je veux pas virer les gens, quoi. C'est difficile, mais parfois, je comprends que c'est nécessaire. Voilà. Tu es en train de prévenir l'inévitable, en fait. C'est ça. Il faut juste le voir de façon, professionnelle, même si vous avez développé une relation avec la personne. C'est pas viré comme dans les films américains, you're fired. C'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. Vous vous asseyez et vous discutez comme deux personnes. Vous vous dites que voilà, on a commencé cette relation le côté A il avait des attentes, le côté B il avait des attentes et qu'avec le fil du temps on a vu que ça correspondait pas, donc il faut passer à autre chose tout simplement. Je vois. Voilà. C'est vrai que il faut le voir ainsi, quoi. Voilà. Maintenant, au niveau de la ferme, quels sont les critères que tu cherches quand tu recrutes, par exemple, chez les gens? Numéro 1, l'intégrité. Numéro 1, l'intégrité. Parce que quelqu'un qui a des compétences techniques, c'est bien, mais le fait qu'il soit intègre, c'est mieux. Donc même moi, je préfère recruter quelqu'un qui peut avoir des petites lacunes et tout au niveau technique, mais quelqu'un d'intègre. Parce qu'on est dans un secteur quand même là où il peut y avoir des vols. Il faut beaucoup de confiance avec ton équipe, je pense, pour que vous ayez une bonne relation, que le travail puisse avancer. Donc moi, je dirais ça. Intègre et surtout quelqu'un de dégourdi, quelqu'un qui prend des initiatives. Parce que le poulet, c'est pas quelque chose on gère du vivant. Donc, un début de maladie, c'est pas quelque chose que tu dis, bon, j'attends jusqu'à demain, ou bien un truc, ou bien, il faut réagir tout de suite. Donc, quelqu'un qui est pas dégourdi, bon, il va prendre le temps, et un jour peut te coûter toute ta bande, si tu réagis pas. Donc, c'est vraiment quelque chose là où il faut être au taquet, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer? Dans l'élevage, non. Comment tu gères ton bilan matière, par exemple, les entrées et les sorties? Comment je gère les bilans matière, les entrées et les sorties? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, au niveau de ma ferme, il y a des caméras partout. Ah, super. Il y a des caméras partout, et partout où je suis, même si je suis pas là-bas, je peux voir ce qui se passe. Okay. Donc, je les ai placés stratégiquement à des endroits là où vraiment, bon, toutes les portes, toutes les issues, je vois les gens rentrer, sortir. Voilà, après on a des fiches de suivi, entrée de stock, voilà, etc. Voilà, fiche d'inventaire et tout, voilà. Super. Quelles sont les ressources qui t'ont aidé dans ce parcours, dans ce processus, que ce soit des personnes de référence ou des livres ou des vidéos sur YouTube? Comment tu t'es formé? Parce que c'est pas ton domaine d'élevage, tu t'es formé tout seul, tu as dû faire beaucoup de recherches. Ouais. Donc j'avais un tonton qui avait une ferme et donc j'ai passé beaucoup de temps au niveau de sa ferme avant de commencer la mienne. Et là j'ai beaucoup appris. Et ensuite, comme j'ai dit, j'ai rencontré énormément d'éleveurs avec qui j'ai fait un partage d'expérience. Je me suis formé en ligne, j'ai pris des formations et la pratique. Je pense que ça c'est la meilleure. Il faut se lancer, quoi. Ouais. Parce que c'est là où tu as vraiment, voilà, le retour parce que dans la théorie, ça diffère parfois avec ce qui se passe dans la vraie, dans la vraie vie, c'est ça. Super. Quelle est la question qu'on te pose pas assez et qu'on t'aimerait qu'on te la pose souvent? La question qu'on me pose pas assez. Pour l'instant, quelle question on me pose pas assez? J'ai rien en tête. Ok. J'ai rien en tête. Est-ce que tu parles avec toi-même souvent quand tu es seul? Je pense tout le temps parce que je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire. Quand tu parles avec toi-même, tu parles de quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu connais au plus fond de toi, que tu essaies, que tu dis que ça c'est un défaut à moi et que j'essaye de corriger ça? J'aimerais faire plus de sport, par exemple. Okay. Je pense que voilà, peut-être pour les entrepreneurs, parfois,
Il y a des personnes qui arrivent mieux à gérer, mais moi, bon, comme voilà, je travaille beaucoup et tout, je pense que je me suis un peu délaissé avec les années. Donc là, cette année, je vais essayer de faire un peu plus d'efforts sur ça, parce qu'il faut pas s'oublier aussi dans la vie. Voilà, faut pas s'oublier. Et voilà, c'est ça, c'est un peu plus s'occuper de moi-même, je pense. Je vois, voilà, c'est ça. Parce que si tu le fais pas, à un certain moment, ça va commencer à t'affecter dans ta performance. Donc, je pense que c'est important de s'occuper de soi-même. Un corps du genre, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Ouais, tout est lié, quoi. C'est ça. C'est important. Le pire conseil qu'on t'a donné et le meilleur conseil qu'on t'a donné. Il faut avoir plusieurs femmes, le pire conseil. Oh, damn. Je suis désolé, les polygames. Mais moi, là, les polygames ne seront pas d'accord avec toi, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et l'autre question, c'était quoi? Pourquoi c'est le pire conseil qu'on t'a donné? Non, après, moi, c'est juste comment dire, c'est juste une conviction personnelle. Ah, je vois, donc voilà, c'est ça. Mais je vois que les polygames, ils vont se dire, ah, il est un porc, le mec, laissez-le là-bas, quoi. Non. Je pense que, voilà, une personne de qualité, ça suffit. Voilà, c'est moi, je partage, mais bon, je dis pas que je serai jamais polygame. Je dis, faut jamais dire jamais, mais je partage le même avis que toi. Le même avis, ok. Le meilleur conseil qu'on t'a donné. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est, il faut écouter son intuition. Je pense que ça, c'est très important. Il faut s'écouter. Il y a beaucoup de fois dans la vie là où les gens, de par la pression sociale ou de ce que les gens leur disent, ils ont leurs propres idées, ils ont leurs propres convictions, mais ils n'arrivent pas à poursuivre ça, tout simplement à cause de la perception des gens autour d'eux. Et ça les paralyse. Et je trouve ça assez dommage. Parce que, voilà, quand t'es tout seul la nuit dans ta chambre, c'est toi avec toi-même. Quand t'es dans les difficultés, c'est toi avec toi-même. Donc, je pense que c'est important d'avoir une bonne relation avec soi-même et de vraiment s'écouter et de ne pas compromettre. Et de temps en temps, quand tu vas devenir comme ça, on peut te dire que tu deviens compliqué, tout, parce que maintenant tu as tes valeurs, tu as ta façon de vouloir vivre ta vie, tes principes, et ça va pas tout le temps aller avec ce que les autres pensent. Et voilà, ceux qui voudront rester pour le voyage resteront, et ceux qui voudront pas, ça veut dire que it was not meant to be. C'est ça. C'est vrai, t'as parfaitement raison. Est-ce que t'es heureux actuellement? Oui, je pense que je suis heureux parce que je vis mon rêve à peu près. Voilà, je vis mon rêve. J'ai travaillé dur pour ça, mais aujourd'hui, si tu me poses la question par rapport à quand j'ai quitté le Canada. Et maintenant, est-ce que c'était la bonne décision? Parce que là, je me demande par exemple, comment ta mère, comment ton oncle ont pris la chose quand tu as décidé de quitter le Canada pour être un éleveur, entre guillemets. Comment ils ont, parce que moi, j'imagine. Toi, tu calcules. Non, parce que je me dis, si j'avais fait ça, mon père m'allait me dire, toi, tu te prends pour qui, là? Ouais. T'as fait toute cette formation, t'es devenu ingénieur pour être un simple éleveur, alors que c'est pas mal d'être éleveur. C'est une science, comme t'as dit, quoi. Exactement. C'est un métier, quoi. C'est ça. Mais comment tu les as convaincus que ce que tu fais là, c'est pour convaincu, je vais pas dire que je les ai convaincus, j'ai imposé. Ah, t'as imposé. J'ai pas de façon sauvage, mais c'est déjà quelque chose auquel je réfléchissais depuis 1 an et j'hésitais un peu parce que c'était plutôt moi qui devais avoir la confiance en moi-même de passer à l'action. Mais il y a un certain moment où ça a été vraiment clair que c'était ça que je voulais faire et que s'il y avait un moment pour tenter, c'était maintenant parce que voilà, j'avais pas énormément de responsabilités. Voilà, j'étais pas marié, pas d'enfant. C'était le moment où je pouvais prendre ce type de risque. Et au pire des cas, même si j'échouais à fond, je suis encore jeune. La vie va continuer. C'est ça. Retourner aux études, c'est pas impossible. Tu peux retourner aux études à n'importe quel. Voilà. Donc tu disais que tu te sens heureux, mais est-ce que tu te sens accompli aussi? Accompli? Non, je vais pas dire que je me sens accompli. C'est encore, c'est que le début. Voilà, c'est que le début, mais ça commence bien. Ça commence bien et j'espère que ça continuera comme ça et que, voilà, on pourra amener la vision encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin. C'est très important. On a juste 2 dernières questions. Si tu dois résumer, tout ce que tu as appris dans la vie, imagine, tu as vécu pendant 120 ans, tu as réalisé tous tes projets.
Quels sont les trois principes clés que tu vas léguer à ton héritage au monde entier comme principe, comme valeur universelle? Ah, j'ai pas encore 120 ans. Ah, mais non, ça va venir, t'inquiète. Tu vas vivre aussi longtemps que possible, Inch'Allah. Quels conseils je donnerais les plus importants? Je dirais, je vais revenir toujours avec le même message. Il faut croire en soi. Il y a personne qui va vous motiver. Il y a personne. C'est-à-dire que vous voulez une certaine vie, il faut l'arracher. C'est-à-dire, personne va vous la donner. Donc, les gens qui disent que voilà, ça marche pas, ou bien ils n'ont pas essayé, ou ils ont jamais entrepris, mais ils ont des avis sur des choses, c'est pas du concret. Il faut tester et après vous aurez votre retour d'expérience personnelle. Et voilà. Donc, il faut tenter. Il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de rêver grand, je pense. Surtout rêver très grand. Surtout. Voilà, parce qu'il y a on regarde certaines entreprises dans le monde, ce qu'elles font, voilà, ils ont des millions d'employés, etc. Et c'est une logistique qui, voilà, ils arrivent à gérer. Et, je pense que l'impact de tes projets, voilà, il faut penser grand et essayer d'impacter le maximum de personnes. Surtout protéger ses rêves. Parce qu'il suffit de partager certains rêves les plus faux avec certaines personnes pour qu'ils essayent de vous en dissuader, quoi. C'est important de protéger ses rêves, surtout. C'est sûr qu'en entrepreneuriat, voilà, vous allez avoir des personnes autour de vous qui veulent du bien pour vous, et vous allez avoir des personnes aussi, voilà, avec les intérêts, et voilà, qui sont là pour voler vos projets, qui sont là pour autre chose, mais je dirais que ça, c'est pas grave. Parce que il y a que un seul maudit, il y a que un seul Habib. C'est ça. Et je pense que tu peux voler l'idée, mais tu peux pas voler la personnalité, voilà. Tu peux pas voler le personnage. C'est ça. La connaissance, le savoir et tout ça. Voilà. L'innocence et tout, quoi. C'est ça. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Moi, laisser un monde meilleur derrière moi, tout simplement. C'est ça. C'est que les gens aient plus d'opportunités, tout simplement. C'est-à-dire que ce que je remarque ici, parfois, on trouve des gens brillants. Et j'ai rencontré des gens extrêmement brillants, mais qui, malheureusement, de temps en temps, ils n'ont pas les opportunités ou un minimum de financement pour faire sortir leurs idées, pour réaliser leurs projets. Et je pense que, voilà, il y a un très gros cimetière de projets, de talents, de projets, voilà, qui n'ont pas été exploités, et c'est dommage. Et donc, c'est de pouvoir avoir un écosystème qui permettrait à tout le monde de réaliser ce qu'ils veulent réaliser, c'est ça. Super, super. En tout cas, Maury, je suis content que tu sois passé. Merci beaucoup. Et je t'en félicite pour ce projet. J'espère qu'un jour je vais passer pour visiter la ferme. Je vais quand passer, tu veux, ça, quand tu veux, sans souci. Je vais passer et j'espère que ce sera le début d'une nouvelle amitié. Moi, je suis là, en tout cas. 100%. Si je peux être utile, n'hésite pas. On est là. On est voisins. Ils savent pas, mais on est voisins. C'est ça. En tout cas, je suis reconnaissant pour cette opportunité. Et moi, je suis là si je peux être utile. Pour les gens qui nous écoutent, pour les téléspectateurs, les auditeurs, comment ils pourront entrer en contact avec toi, comment ils pourront en fait se renseigner sur les formations que tu fais, la ferme, et ainsi de suite. D'accord, donc vous pouvez nous suivre sur Instagram à Senelvo Poultry Farm. Vous nous envoyez un message et on rentrera en contact avec vous. Donc on offre plusieurs types de formations. Si vous voulez, on a des formations pratiques pour ceux qui sont à Dakar. On a des formations à distance pour ceux qui sont diaspora. Parce que il faut dire que la plupart de nos clients sont diaspora. Donc principalement des gens qui veulent rentrer au pays pour investir dans ce domaine, mais aussi localement. Voilà, vous pouvez faire des formations pratiques et en même temps il y a une troisième option d'accompagnement pour carrément qu'on vous accompagne, qu'on vous prenne par la main si vous voulez pas faire d'erreur, monter le projet de bout en bout. Voilà, on peut vous aider à sélectionner le terrain. Jusqu'à la commercialisation et des mises en contact avec des clients aussi. Super. Voilà. En tout cas, on va mettre toutes ces références dans les show notes. Super. Et n'hésitez pas à contacter Maury pour prendre ses contacts, pour prendre toutes ces informations utiles par rapport à l'élevage. Et comment ça s'est passé ta rencontre avec John et Philippe Simon d'Investir au Pays? J'ai d'abord rencontré Philippe. Donc ça, c'était
le mois où j'ai commencé à construire la ferme. Ah, super. Donc, il était venu ici pour donner une conférence et je suis parti à la conférence. Et on a eu l'occasion d'échanger. On a bien discuté et on est parti au niveau de mon terrain qui était encore tout nouveau, rien dessus. Le même jour, c'était le même jour après la conférence. Et c'était un terrain nu. Et je lui ai dit que dans 4 mois, quand tu reviens, il y aura une Quelque ferme. chose, ouais. Et il est revenu et effectivement, j'étais presque à la fin de la construction. Donc là, on a fait une petite vidéo, parler un peu de l'élevage, des opportunités. Et après, voilà, c'est une relation qu'on a. Super. Voilà. Chun, c'était. Chun, c'est une histoire drôle. Ma mère aussi est passionnée d'agriculture. Okay. Et elle est partie faire la formation au niveau de sa ferme, Jeuve-Zone. Et elle lui a parlé de mon projet et puis il a décidé de venir visiter la ferme. Et donc il est venu, il a visité la ferme et par la suite voilà. Je vois, ça s'est passé naturellement. Voilà, c'est tout simplement. En tout cas, c'est bien. J'apprécie tout ce que vous faites et j'essaie de faire de mon mieux aussi pour passer le message le maximum possible. Merci beaucoup. En tout cas, merci mon gars. Merci frère. Frère, merci. C'était le Cercle d'Influence Podcast sur Boy Habib Sall. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out.